Bonjour à tous. Donc je suis Chris Woodrow et je vais vous parler de visualisation de données et de plus particulièrement Vega. Merci de votre présence à cette heure de déjeuner. Mon métier c'est développeur, donc je fais un certain nombre de langages. J'aime beaucoup la data. Je travaille à la Maïf, développeur militant. Je m'occupe de l'initiative open source de la Maïf, entre autres. Enfin, je fais partie de cette équipe-là. Mon tuteur ID, c'est Strange Cuisine, mais je parle assez peu d'informatique, donc c'est à vous de voir. Moi et les charts, j'ai fait des trucs très très moches dans les années 2000. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait du G-Free chart. Voilà, ouais, ça. C'est cool, hein, G-Free chart. Donc j'ai fait plein de trucs moches. Pendant longtemps, je me suis jamais trop penché sur le sujet. iChart, ça a un peu sauvé des trucs. Un jour, j'ai découvert Kibana. Je me suis dit qu'on pouvait faire des trucs cool avec. Un jour, je me suis rendu compte que j'ai essayé de customiser des trucs dans Kibana et je me suis dit que ça allait être compliqué. D3 est sorti. Je me suis dit cool, on va faire du D3, ça va être bien. J'ai trouvé ça d'une complexité pas neutre. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui pensent que D3 c'est simple ici. Ok, merci. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher des solutions alternatives et je suis tombé sur Vega. Vega, en gros, c'est quoi? C'est des données, un fichier de spécification qui correspond à un schéma qui est précisé, plus une librairie, et à la fin, ça vous donne un graphique et un truc plutôt cool. Par rapport à D3, ça se positionne comment? C'est pas un remplaçant de D3, quoi. Enfin, faut être bien conscient de ça. D3, c'est bas niveau, c'est un kernel de visualisation. Vega, c'est très haut niveau, c'est déclaratif, c'est loin du DOM. Finalement, on s'en fout. Vous déclarez ce que vous voulez voir, comment vous voulez le voir. Après, ce que ça fait, c'est accessoire. Si vous voulez faire des trucs plus bas niveau, faites du D3. Sachant que enfin voilà, c'est pas les mêmes cas d'usage. Pour mes cas d'usage à moi, Vega, je pense que c'est assez cool. Vega Lite, clac, ils ont fait un truc encore plus haut niveau. Ça correspond à 10% de la spec Vega. C'est les 10% qui sont, à mon avis, les plus utilisés. Et pour moi, ça correspond bien à ce que je cherche à faire. C'est compilé en Vega, donc vous pouvez envisager de commencer en Vega Lite et puis de faire du Vega par la suite. Et évidemment, ça fait moins de trucs que Vega, sinon ça ne s'appellerait pas Vega Lite. Les données sur lesquelles on va faire une petite démo sont des song attributes de Spotify. Je vais rajouter des données Discogs, un peu d'amour, beaucoup d'amour. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien, évidemment. On va faire plutôt comme ça. Voilà. Donc, on va redimensionner, c'est bien. Excusez-moi. Voilà. Donc, ça, c'est notre spec de départ Vega Lite. En gros, il y a des URL, enfin il y a une URL vers de la musique, enfin le champ de dataset dont on a parlé tout à l'heure. Donc le dataset il se présente de la manière suivante, il y a tout un tas d'attributs. Je ne ferai pas l'affront de les traduire en français, la dansabilité, l'énergie, le caractère instrumental. Ensuite il y a le nom d'un titre, l'artiste, le pays, le genre musical et l'année de sortie du tube en question. Donc au commencement, on a un point. Donc là, je vous ai fait la version simple. Le premier truc qu'on va faire, c'est préciser l'encodage des données. Donc du coup, on précise un attribut qui s'appelle encoding. On dit en abscisse, on va mettre un champ qui s'appelle year. Et on voit que tout de suite, il comprend ce que c'est. J'ai rien précisé, il n'y a pas de configuration en plus. Il est directement pris en tête du CSS, CSV, merci, et il est capable de faire ça. Là, ce qu'on voit, c'est que year, il le prend comme une donnée quantitative. Rien ne permet de savoir que ce n'est pas une donnée quantitative. De fait, on va lui préciser que le type, c'est ordinal. Et tout de suite, il y a un double de points, merci. Et tout de suite, il va être capable de se dispatcher sur l'ensemble des années. On va essayer d'afficher un autre truc en ordonnée. On va prendre par exemple Y, qui... là encore, on est sur quelque chose de toujours aussi déclaratif. Vous allez dire que en field, on va prendre le style. On va lui préciser que le style, c'est de type nominal.
Et on voit qu'on a un truc qui ressemble de plus en plus à quelque chose. On va pouvoir, on va plutôt afficher ça sous forme de cercle. Je préfère, hein, c'est juste que les points j'aime moins. On va pouvoir agréger de la donnée et on va pouvoir dire par exemple que la size, c'est une agrégation de type count. Tac. Donc là, on voit que les points sont de plus en plus gros. Mon dataset, c'est essentiellement des données récentes, donc c'est pour ça que j'ai plus de données dans ce type-là. On voit ce que j'ai le plus, c'est de l'électronique. Bon, c'est pas mes données perso, hein. Enfin, là, j'aime plutôt le rock, mais bon. Un truc qu'on va pouvoir faire à partir de là, c'est complètement changer la vise en faisant assez peu de choses. C'est-à-dire que si là, je décide que size, c'est Y, que Y, ça devient color, et que circle, ça devient bar, pardon. Ouais, hop. Et bien là, j'ai un bar chart, et on voit la même chose différemment, et on a changé assez peu de choses. Je peux aussi discrétiser les données. Je peux lui dire que là, j'ai des intervalles, des décennies. Je vais pouvoir faire des trucs comme ça. Si j'ai envie de... là, un truc typique qu'on va faire, au passage, vous voyez qu'il y a des tooltips qui ont été générés automatiquement, qui s'affichent bizarrement. Non, ça va, ils s'affichent bien. Le truc que vous allez avoir du mal à faire quand vous visualisez de la donnée, c'est comparer. C'est-à-dire que là, pour comparer cette valeur et cette valeur, c'est pas simple. Je vais être obligé de superposer. Là, c'est stacké. Ça évite qu'il y ait de l'overlap entre les barres. Mais là, pour savoir que ça et ça, c'est égal, c'est compliqué. Du coup, on va pouvoir lui dire, tiens, plutôt que de m'afficher cette dimension-là sous forme de couleur, tu peux me l'afficher sous forme de colonne. Et là, il crée un graphe par style. Et on va pouvoir faire beaucoup de choses de ce type-là et pouvoir itérer pas mal. Un des intérêts d'une bibliothèque de visualisation, c'est pouvoir visualiser de la donnée numérique. Et donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est utiliser des nuages de points. D'une manière générale, quand vous essayez de visualiser de la donnée, les nuages de points, c'est quand même un truc qui marche pas mal. Au passage, on peut modifier ce truc-là. Enfin, vous voyez, bon, là, c'est vraiment pas adapté. Pour la donnée numérique, c'est pas mal. Donc, on va prendre au hasard, à peu près au hasard, dirons-nous, des attributs. Le but, c'est que ça soit parlant, donc voilà. On va lui dire danseabilité, on ne va pas du tout le discrétiser, hein, parce que ça ne sert à rien du tout. On va lui dire que en abscisse, on va mettre le champ énergie. C'est là encore, hein, allez voir sur la doc d'API de Spotify, ça vous donnera une idée de ce que représentent ces différents attributs. Et on garde la couleur sur le style, parce que c'est bien pratique. Hop. Et voilà. Donc là, on a un nuage de points qui va nous permettre de visualiser les corrélations et d'identifier les corrélations entre les données. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter de l'interaction. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, toujours de manière déclarative, je rajoute un champ qui s'appelle sélection, que je vais appeler par un nom propre, c'est moi qui lui donne le label. Donc je vais lui dire, ce champ, il s'appelle select. Il est de type intervalle. Ah, il est de mieux en mieux mon clavier. Hop, et il est de type intervalle, c'est-à-dire que ma sélection, ça concerne un intervalle de points. Ce qui fait que là, si je fais ça, vous voyez, il y a un truc qui se passe. Bon, fonctionnellement, il ne se passe rien parce que j'ai rien défini. Et le truc que je vais pouvoir faire, c'est définir la nature de l'interaction en fonction de la sélection. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter dans color une condition qui me permet de dire que quand la sélection est activée, excusez-moi, quand la sélection, c'est celle que j'ai définie, là, on parle bien du label que j'ai défini tout à l'heure. Hop, une petite virgule. Il va se passer des trucs. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous voyez, bon, on ne voit pas très bien. On va lui dire, affiche quand même une valeur par défaut en termes de couleur. Et là, ça va être, pour qu'on ait un bon contraste, light gray. Et là, pour le coup, quand vous sélectionnez ça, vous voyez qu'il va sélectionner uniquement les points que vous avez choisis. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est des matrices de graphes. Et on va pouvoir le faire en réutilisant une spec. Donc là, pour le coup, il y a un truc magique qui s'appelle repeat. Vous allez dire, hop, qu'est-ce qu'on définit? On dit que mon row, c'est un ensemble de valeurs. Ah, tac, merci.
Ah, c'est bien ça, c'était bien. Excusez-moi. Un ensemble de valeurs. Donc on va reprendre les valeurs qu'on a. Le but, c'est de pouvoir les comparer sur plusieurs dimensions. Là encore, donc, hop. Dansabilité. C'est bien en français, dansabilité, hein, mais bon. Vous me passerez cette amélioration, enfin cette appropriation. Énergie, on va en rajouter un troisième, histoire que vous voyez un petit peu ce qu'on peut en tirer. Hop. Et le dernier, c'est... j'en prends un au hasard, qui va s'appeler loudness. Et donc c'est la puissance, on va dire, plus ou moins. Et évidemment, ça ne marche pas parce qu'il faut nester la spec dans un objet. Donc on dit, qu'est-ce que je répète? La spec qui est dans l'attribut spec. Donc on remonte tout ça. Tac. Donc là, on a trois graphes qui sont créés. Ils sont strictement identiques. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de variabiliser mes aspects pour lui dire, dans le graphe, ce qui est variabilisé, c'est ça. Donc par exemple, je vais prendre le field danceability, qui ne vaut plus danceability, mais repeat. Donc il reprend ce que j'ai défini plus au-dessus. Et row, c'est ce que je répète. Donc là, si je fais ça, pas rose au pluriel, mais row au singulier. Voilà. Donc là, par exemple, il a, en fait, il itère sur l'ensemble des fonctionnalités de mon tableau, enfin de l'ensemble des attributs de mon tableau, pour pouvoir afficher l'énergie par dansabilité, l'énergie par énergie, c'est pour ça que c'est une droite, hein, et énergie par puissance. Je vais pouvoir le faire sur 2 dimensions et pouvoir dire que, par exemple, je prends la colonne et je vais faire exactement la même chose. Je vais dire, hop, je rajoute une colonne et je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que là, il a recopié exactement pareil, parce que je n'ai pas variabilisé non plus, il a gardé l'énergie, mais il a itéré. Donc je vais faire exactement ce que j'ai fait précédemment, à savoir reprendre cette variabilisation, je prends repeat, tac. On va essayer de dézoomer un peu, parce que évidemment ça dézoome du mauvais côté. Hop. Donc là, on a une matrice qui nous permet de comparer les chances. Qu'on peut voir par exemple, c'est qu'il y a de fortes chances que énergie et puissance, ça soit lié. Enfin, on voit que ça fait une pseudo-droite. Ce type de vue, c'est des trucs que vous avez assez fréquemment utilisés quand vous essayez d'analyser de la data. Et pour essayer de trouver des corrélations entre les attributs. Un truc qui est cool, c'est que si on regarde mon graphe à une échelle plus grosse, quand je fais une sélection, je ne sais pas si vous voyez, il sélectionne tout, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Un autre truc que vous allez pouvoir faire avec les sélections, c'est ajouter des conditions. Donc là, encore une fois, le but, c'est de pouvoir changer beaucoup de choses en termes d'interaction avec peu de changements en termes de spécification. Ce qui fait que là, si je dis que mon type de sélection, c'est single, hop, hop, voilà. Là, ce que je vais faire, putain, j'aime pas les points, je vais remettre un circle, je trouve ça moche, je suis désolé. C'est purement cosmétique, mais bon. En fait, quand je clique, j'essaie de cliquer, je ne sais pas si vous voyez, il sélectionne un point. Et en fait, je vais pouvoir me servir de ma sélection pour ajouter une dimension de visualisation supplémentaire. Donc, je vais dire que c'est on mouse over. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va sélectionner, quand je passe ma souris dessus, il va faire le truc. Et je vais dire que tous les champs qui ont la même valeur, ils vont être regroupés dans la visualisation. Donc là, je vais dire que ma valeur, c'est country. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, quand je passe sur un point, il va sélectionner l'ensemble des valeurs qui ont la même valeur pour country. À ce truc-là, bon, le tooltip, c'est pas mis à jour, mais vous pouvez évidemment mettre le tooltip à jour pour pouvoir dire que la country que vous êtes en train d'afficher, c'est ça. Je rappelle, vous avez l'échelle sur le côté. On va faire un dernier truc pour la route. C'est souvent là que ça foire. Non. En vrai, on va afficher un dernier champ encore dans une dimension différente. Et le but, ça va être de multiplier les dimensions selon lesquelles vous allez visualiser vos images. Et on va dire que, par exemple, on rajoute l'acoustivité. J'invente des mots, hein, vous m'en voulez pas. Sous forme de size. Et
On voit qu'en 10 minutes, on a une visualisation qui est assez complète, qui vous permet de visualiser des choses et qui vous permet d'analyser des données et de faire une phase de pré-analyse ou même de les partager. Vous pouvez l'intégrer dans les applis web, vous pouvez binder avec des inputs et faire plein de choses. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, venez me voir parce que je crois qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup. N'hésitez pas à passer sur le stand Naïf. On a plein de choses à raconter, des goodies et tout ça, tout ça. Bonne journée à tous. Bonne fin de conférence.